jamais. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Merci à tous ceux qui sont là avec nous pour participer à cette émission. Vos commentaires par la suite est toujours très intéressant à lire pour nous permettre de savoir si vous avez aimé ou pas. Nous sommes avec Michel Branchi, rédacteur en chef du journal Justice. Comment ça va, Michel? Ça va bien, ça va. Avec une chemise en jean, ça oui, les, bon. les... De temps en temps, faut porter des vêtements qui sont à la mode. Bon. Bon. Non, mais je vois la chemise, je vois les lunettes, cerclées, machin, noir, or, oui, oui. Les cheveux coupés à la... Oui, il faut... Il se passe quelque chose, non, tu as une annonce? C'est des vacances. Ah, bon, d'accord, si ce sont des vacances. Alors, ce n'est pas l'été comme certains disent. J'ai lu ça quelque part, même dans mon senti, l'été. Eh oui. Très bien, merci beaucoup. C'est plutôt l'hivernage pour nous. Oui, mais voilà. Il y a des gens qui sont... Ce sont des assimilés invétérés. Bien. Très bien. Alors, merci à Mathieu d'être avec nous ce soir. En tout cas, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Merci à toi et bonsoir à l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci aussi pour m'avoir remplacé à pied levé la semaine dernière. Voilà. Bonsoir Karine. Bonsoir Mano. Ça va bien? Bonsoir. Ça va et toi? Ça va. Un petit peu fatigué, mais ça va. Ça ne se voit pas en tout cas. Ça se voit pas, c'est gentil. Tant mieux. Alors, bonsoir Mathieu. Michel, bonsoir Mathieu. Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Karine. On va commencer, Mathieu, par un petit clin d'œil à Philippe Saint-Cyr aujourd'hui. Oui. Effectivement, aujourd'hui à l'Université des Antilles-Guyane, mais c'est surtout porté par la mairie de Chelcher et par son maire, M. Clémenté, il y a eu le rond-point qui est à l'entrée de l'université, rond-point place, comme on peut l'appeler. Oui. Ça a été dénommé Philippe Saint-Cyr. C'est un hommage qui a été rendu en présence de sa famille, ses petits-enfants, sa femme, ses enfants, sa famille et bien sûr des hommes politiques de tous bords et des universitaires et beaucoup de personnes qui appréciaient, même des étudiants, certains étudiants aussi qui étaient présents, qui appréciaient bien sûr le travail qu'a fait Philippe Saint-Cyr. Parce que Philippe Saint-Cyr, on sait très bien que c'est un homme... politique, mais pas seulement politique, c'était un universitaire, c'était un homme de passion et que beaucoup de personnes appréciaient. D'ailleurs, ici, il était sur le plateau et j'ai même rencontré des personnes qui me parlaient de ses émissions ici, qui suivaient attentivement et qui étaient ravis de suivre ses émissions quand il était ici. Donc voilà. Tu peux nous dire deux mots sur Philippe Saint-Cyr? Alors, je vais rappeler un peu que nous sommes quelque part des demi-frères. Ah ouais. Oui, parce que Philippe Saint-Cyr, la mère de Philippe Saint-Cyr, était en France en 1941, l'année, en 1943 plutôt, l'année où j'étais là avec ma mère et les deux mamans étaient amis. Et Philippe, nous avons été élevés un peu pendant cette période difficile à Vichy. Surtout que mon père était dans la résistance. C'était une situation particulière. Donc, on a été un peu comme des demi-frères. La deuxième raison, bien sûr, c'est que ces dernières années, on s'est rapprochés parce que, d'abord, la première personne qui m'a informé sur ce qu'était l'octroi de mer, c'est Philippe Saint-Cyr. Il avait collaboré à un écrit d'un groupe d'économistes et de juristes qui s'appelait le CERAG, le Centre d'études régionales antilles-Guyane. Et, entre autres, il avait produit une brochure sur l'octroi de mer, qui était un peu un résumé, je dirais, grand public, de sa thèse de doctorat, sur l'octroi de mer. Bon. Et il expliquait en quelque sorte que l'octroi de mer n'était pas du tout ce qu'on dit une taxe coloniale, mais une taxe qui a été, au fur et à mesure du temps, améliorée et portée par les élus de l'outre-mer, notamment les élus martiniquais, surtout à partir du Senatus Consultus de 1866,
Napoléon III, qui avait donné une quasi-autonomie fiscale avant la lettre. Nous avons vécu, pendant une partie du XIXe siècle, assez paradoxalement, pour des raisons d'ailleurs politiques particulières, je ne vais pas revenir là-dessus, en régime d'autonomie fiscale. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité... Demande une seconde, Michel, s'il te plaît. Pour une information pour le nodal, vos images passent beaucoup trop vite. Hein. C'est Michel qui parle pour l'instant. Donc, on n'a pas besoin d'être à l'antenne aussi souvent et aussi rapidement. Je t'en prie. Oui, alors donc, ces deux raisons, il y en a d'autres, mais... et enfin, le décès de Philippe Saint-Cyr, nous avions reçu le secrétaire national du Parti communiste français, Lamantin, et on avait fait un débat précisément sur la question de l'octroi de mer. Il est mort le lendemain. Okay. Il est mort, il a eu un arrêt. Enfin, bon. En réalité, il n'est pas mort tout de suite. Il a eu un arrêt cardiaque. Il a été transporté. Non, il est mort quelques jours après. Mais voilà. Bon. Donc, il est certain que la disparition de Philippe Saint-Cyr m'a profondément touché, aussi bien sur le plan personnel, parce que nous avions des liens, je vous dis, presque fraternels, et puis en même temps, sur le plan intellectuel, parce qu'il était convaincu qu'un des éléments d'une transformation de la Martinique, d'une véritable autonomie politique de la Martinique, c'était précisément de maintenir le pouvoir fiscal que nous détenons, mais d'élargir ce pouvoir fiscal, parce qu'il n'y a pas d'autonomie sans pouvoir fiscal. Voilà. Très bien. Alors j'ai vu sur la plaque conseiller municipal de Chelcher. De la ville de Chelcher, oui. C'est la ville de Chelcher. Il n'a jamais été conseiller municipal à Fort-de-France ? Oui, non, c'est-à-dire que la ville de Chelcher a décidé de lui rendre hommage, mais il n'était pas conseiller municipal à la ville de Chelcher, hein, pas du tout. Il a été à la région, etc. Il a eu différents mandats, mais il n'était pas élu à la ville de Chelcher. Mais comme c'est la ville de Chelcher, parce que c'est sur le territoire de Chelcher qui a décidé de lui rendre hommage, puisque par rapport à l'université. D'ailleurs, il y a un hommage qui sera rendu aussi par l'université à la rentrée universitaire de septembre, qui lui sera en hommage. Merci. Tu peux parler un peu de Philippe Saint-Cyr, ou tu as quelque chose à rajouter ? Bien, j'ai assisté à sa dernière conférence, la fameuse conférence sur l'octroi de mer à la mairie du Lamentin. C'était le 31 octobre 2023, si ma mémoire est bonne. Il y avait François Ruffin, il y avait pas mal de personnalités politiques martiniquaises. En visioconférence, il y avait Max Orville, à l'époque encore député européen, qui donnait chacun leur approche sur le contexte économique et social à la Martinique, qui, entre-temps, s'est aggravé. Et on a parlé également de l'histoire de l'octroi de mer qui, avant de s'appeler l'octroi de mer, était un impôt qui est né pendant le Moyen-Âge, de mémoire, de la bouche de Philippe Saint-Cyr à l'époque, qui disait qu'il y avait les impôts du roi et il fallait que les municipalités aient un impôt spécifique à leurs besoins. Et c'est parti de cette forme d'impôt-là pour gérer des petites zones. Et avec l'évolution, les colonies et consorts, ça a été adapté pour faire l'octroi de mer. Donc voilà. Alors, puisque nous sommes à Chelcher, on peut dire aussi quelques mots sur la politique, puisque les élections municipales au mois de mars, je n'ai pas le jour, enfin je crois que c'est bien que c'est au mois de mars 2026. Et justement, à cette inauguration-là, on a vu beaucoup de personnes qui, apparemment aussi, vont postuler pour la mairie. Alors, l'actuel maire était là. Oui, tout à fait. Monsieur Luc Luisan Clémenté, oui, voilà, il était présent. Il était présent, oui, c'est lui qui a porté l'opération d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, Monsieur Sainte-Rose aussi, j'ai vu, était là. Oui, tout à fait. Oui. Franck Sainte-Rose-Rosemont était présent. Voilà, aussi, Franck Sainte-Rose-Rosemont. Et Monsieur Chaumet par un écrit. Alors, est-ce que
à votre avis, vous connaissez la politique très bien, comment ça se passe, hein? Est-ce qu'il y a d'autres noms à ajouter? Il y avait sur place aussi le proviseur qui est le candidat normalement de Vivre à Chalcher, hein, le proviseur du lycée Chalcher, qui est candidat de Vivre à Chalcher. Pour la D'accord. succession de M. Luc Luzon-Clémenté, c'est ce que présenté. Ouais. Je vois aussi, puisque tu parles Après, il y aura peut-être d'autres candidats aussi. hein. Après, il y a plusieurs personnes en tout cas. Je vois aussi le président du conseil exécutif de la Martinique, Oui. M. Serge Tumé. Mais bon, je ne pense pas qu'il va postuler au municipal. Non, mais tu parles des hommes politiques. Non, mais il a parlé des élections municipales à Chalcher. Il a surtout parlé des élections municipales à Chalcher. D'accord, mais enfin bon, c'était pour saluer ces différentes personnalités politiques qui étaient là. Hein. Oui, non, mais au-delà, non, mais Philippe Saint-Cyr aussi transcendait les différents partis, parce qu'il y a quand même un respect qui était rendu à beaucoup de personnes, puisqu'il a formé beaucoup de monde. Hein. Même moi, j'ai été à l'université, ça a été mon enseignant aussi. Et comme beaucoup d'hommes martiniquais, en tout cas tous ceux qui ont pu, ont essayé de venir lui rendre hommage aujourd'hui. Et ils lui ont rendu hommage aussi lors de son décès, parce que lors de son décès, j'ai vu, toute classe politique confondue, l'ensemble des hommes politiques martiniquais être présents, que ce soit à la veillée et à l'enterrement. Donc voilà, parce que c'était quand même quelqu'un qui était connu au-delà de nos frontières aussi. Martiniquais et qui avait beaucoup œuvré pour l'université, homme politique, mais aussi pour l'université, qui avait un savoir incommensurable. Alors, est-ce qu'il y a des communes, Michel, on pourrait dire déjà ce qui se passe pour les prochaines élections municipales, les gens qui pointent déjà leur nez Je parlais du François. Au François, je crois, il y a eu un Tu parles pas à Chalcher spécifiquement ou bien de manière générale? Non, de manière générale, puisque... Bon, alors de plus en plus, il y a des personnalités qui se placent à différentes occasions. Alors, nous entrons dans une période où il y aura des fêtes patronales. Alors, déjà eu en plus. Il y en a déjà eu beaucoup. Mais alors, c'est ça. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de voir un peu qui est invité et qui vient dans les fêtes patronales. Oui. Hein. Donc, c'est déjà une occasion. Et à moins d'un an des élections municipales, les différents candidats vont essayer de se placer. Hein. Bon. Alors, on nous dit que alors, j'ai lu quelque part que les municipalités avaient des problèmes financiers, qu'on a beaucoup diminué sur les crédits pour faire les fêtes patronales. Hein? Bon. Mais néanmoins, les fêtes patronales, c'est une tradition martiniquaise très, très ancrée. Hein? Donc, il y a à la fois, par exemple, il y a des défilés des associations, il y a des défilés de personnalités, il y a des manifestations sportives, il y a des manifestations culturelles, et puis il y a le grand défilé des personnalités politiques. Oui. Bon, donc, maintenant, ceci dit, je suis invité, moi, en tant que club de karaté, situé sur le territoire de Chalcher. J'ai invité samedi à la fête de Chalcher, mais ce n'est pas une fête patronale. C'est la fête de la ville de Chalcher, en général, ces dernières années, pour honorer Victor Chalcher. Bon, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr. Bon, mais la municipalité continue à honorer la personnalité de Victor Chalcher, de considérer que, contrairement à ce que disent certains, qu'il a joué un rôle dans le processus d'émancipation de l'esclavage. Même si il n'y a pas que lui. Bon. Alors, ma commune au Gaumont, par exemple, fête patronale, c'était 4 dimanches, voire 5 jours de fête, puisque le jeudi 14 juillet, enfin, le 14 juillet, faisait un 5e jour. C'est l'une des rares communes, parce que mais là, c'est fini. Pour participer à beaucoup de fêtes patronales en Martinique, je les ai déjà quasiment toutes faites, et la majorité des communes sont passées un week-end. Ah oui, c'est ça. En plus, on a vu diminuer
que ce soit au niveau du plateau artistique, parce que c'est quand même important, parce que les artistes martiniquais souffrent beaucoup et c'est un moment pour eux d'avoir un minimum de revenus, donc ce qui fait que c'est un moment où ils attendent. Et donc, beaucoup de communes essaient de faire l'effort à ce niveau-là, mais j'ai vu les choses évoluer. J'ai vu les choses évoluer du genre avant, à la fin de la fête patronale. Dans certaines fêtes patronales, il y a quelques années, on servait aux gens du champagne, etc. Il y avait certaines opulences dans certaines fêtes patronales. Entre-temps, les choses ont vraiment changé. Là, c'est un petit peu d'eau pour les associations qui défilent, etc. Et budget restreint pour l'ensemble des municipalités, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué d'aller réduire mais ce n'est pas que chez nous, hein, en Hexagone aussi. Hein, on a vu beaucoup de communes d'ailleurs supprimer leurs fêtes, supprimer certaines fêtes qu'ils mettaient en place, parce qu'on ne peut pas prendre des mesures contre ces administrés. Donc, quand on dit à l'encontre de ces administrés, parce qu'il y a une baisse des dotations, notamment en matière sociale, etc., prestations de services, et après aller faire des fêtes patronales ou dépenser de l'argent. Donc l'argent qui est dépensé, ça permet bien sûr de faire tourner l'économie, puisque quand il y a une fête patronale, bien sûr, hein, il y a l'ensemble des entreprises qui sont installées, qui vivent, hein, que ce soit des métiers de bouche, etc. Les gens y consomment, et puis bien sûr faire vivre les artistes martiniquais aussi. Donc sur les artistes martiniquais, je ne sais pas si puis, dans les fêtes patronales, on s'occupe vraiment de ce qui se passe pour les artistes martiniquais. On fait venir les grosses pointures d'Haïti, on fait venir les grosses pointures de partout. Et c'est pas, ça dépend des choix qui sont faits, des différentes manifestations. Festival culturel de Fort-de-France, c'est 70% d'artistes martiniquais. Oui, c'est différent. Par exemple, je veux juste dire, voilà, dans le cas du festival et dans les différentes manifestations, ils essayent à chaque fois de faire attention à cette équation-là, parce qu'on sait très bien que c'est très compliqué pour les artistes martiniquais. Et ça ne va pas s'arranger quand on voit qu'avec l'IA, l'avènement de l'IA, il y a beaucoup de musiques qui sont créées par jour. Il y a environ 30 000 musiques qui sont mises sur Internet, sur les différentes plateformes par jour. Et vous avez du mal à faire la différence. Est-ce que ce sont des vrais artistes C'est devenu très compliqué maintenant. Donc, ce qui fait que les artistes ont de plus de mal à s'exprimer. Parce qu'on a vu, dernièrement, j'oublie le nom du groupe, on pensait que c'était un groupe, que c'était des humains, qui a fait le buzz avec les gens, beaucoup de téléchargements, etc. On se rend compte que c'est l'IA. Et Karine, de ton côté, du côté de Ducos, est-ce qu'il y a du remue-ménage qui se prépare pour la ville de Ducos? J'ai vu passer un poste sur un élu municipal de l'opposition qui pas attaqué, mais enfin bon, il posait certaines questions à Madame le maire. Absolument, parce que le centre commercial prévu au bac, donc dans la pointe du bac du côté du pont de Carré, est toujours aussi contesté. Alors, il faut rendre des comptes. Quand on a dit un certain nombre de choses en bas-feuille et des fois devant un public et des choses qui ne sont pas forcément exactes, il faut pouvoir donner des explications. Donc, entre autres, parmi tout ce qui peut être contesté à Ducos, comme certains conflits avec les employés, parce qu'il y a eu pas mal de plaintes des employés, pas de plaintes judiciaires, attention, je pèse mes mots, mais les employés municipaux ont relevé des difficultés dans la cohésion d'équipe, dans le fonctionnement même de la mairie. Les gens ont vu aussi que... Nous sommes en période pratiquement... Ah non, ça s'est fait pendant tout le mandat. Tout le mandat. Ça a beaucoup aussi choqué les Ducosais quand il y a eu l'émission de SEM Radio. Elle s'est un petit peu, peut-être avec l'émotion, je ne sais pas, mais elle s'était un petit peu emportée en disant que oui, il y avait un employé de la mairie qui venait de mourir, elle était bouleversée et tout ça. Et nous, on avait compris que l'employé venait de mourir à la mairie, alors qu'en fait, paix à son âme. C'était un employé. On va pas faire. Ils n'étaient pas en bon terme et ça s'était pas passé comme elle l'avait dit. Mais à ton avis, est-ce qu'il y a beaucoup de candidats à venir pour prochaine élection pour Ducos? Pour Ducos, on parle pour Ducos. On parle de Ducos. Oh, je pense qu'il y aura... alors, je ne voudrais pas parler à leur place, mais... Tu es une Ducosaise, tu entends des bruits. Je suis forcément bien renseignée, mais je dirais qu'en plus de la mairesse sortante, de manière sûre, on a 1, 2, 3, 4 candidats en plus. Déjà. D'accord. Des habitués aussi, enfin, au moins un habitué. Monsieur Marie-Sainte. C'est Marie-Sainte, c'est ça? Entre autres.
au moins, enfin oui, il y a lui, et puis il y a aussi un autre habitué bien connu à Fort-de-France. Bien connu à Fort-de-France? Oui. Ah ouais? Des noms, donne-nous les noms. Mais, si c'est un habitué bien connu. Oui, Philippe Petit. Ah, Philippe Petit. Et bien connu à Fort-de-France en plus. Mais oui, bien connu à Fort-de-France. Il y a la pharmacie Petit au bout du boulevard. Il me semble il avait une pharmacie à Duc, ça va aussi. Monsieur Petit non, mais ça, justement, sa pharmacie. Car Monsieur Petit vise l'élection présidentielle. Absolument. Pas l'élection municipale. Ah mais non, mais de toute façon, tu sais, je pense que Monsieur Petit, enfin Philippe Petit, il a à cœur et puis il est dans un parti national, il est à l'UDI. Donc, il se doit, en tant que représentant local, de participer à la vie politique à toutes les échelles électorales. Donc, après, il envisage les présidentielles, mais je pense qu'il a envie aussi, pas forcément en qualité de tête de liste, mais au moins peut-être de colici, mais en tout cas, je pense qu'il aura envie de participer ou de contribuer d'une manière ou d'une autre au municipal. Je ne vais pas trop m'avancer à sa place, mais je sais qu'au moins à Ducos, il doit y avoir au moins 4 listes en plus de la mairesse sortante. Oui. Mais dans d'autres communes aussi, ça bouge. Mais il y a le François, ça bouge. Au François, ça bouge beaucoup. Je pense qu'à Fort-de-France, ça va bouger également pas mal. Oui, comme d'habitude. Mais il y en a qui essaient de faire une liste commune. Mais, donc, ce qui n'est pas bête en soi, parce que ça permet d'éviter un éparpillement. Des fois, il y a des extrêmes. On ne fait pas des rassemblements pour faire des rassemblements. Non, absolument. Ce qui compte, c'est ce qui compte. C'est le projet. J'ai travaillé sur des listes. Moi, j'ai travaillé peut-être sur une de ces listes. Moi, j'ai travaillé sur des listes. Ce qui compte pour moi, c'est une idéologie. On doit avoir une vision, une idéologie, un programme. Donc, on ne peut pas se mettre ensemble juste pour se mettre ensemble pour gagner une élection. Et après, on voit que souvent, par expérience, que ça explose après parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a des divergences d'opinion sur certains sujets, ne serait-ce qu'en matière sociale, en matière de développement économique. On a des directions. Donc, mais globalement, en Martinique, il y aura toujours beaucoup de candidats. Parce que moi, je vois qu'il y a déjà quand même pas mal de candidats, potentiels candidats, parce qu'après, on peut dire qu'on est candidat, mais il faut réussir à faire une liste des fois, parce qu'il faut une liste quand même, et on n'est pas candidat tout seul dans une élection municipale, mais c'est vrai qu'il y aura pas mal de candidats. Après, candidats sérieux, moins sérieux, dans les différents contextes. Il y a même des mouvements sociaux qui commencent à accréditer des candidats dans certaines communes, voilà. Mais je me rappelle qu'on a quand même été le seul département. Certains mouvements sociaux, d'ailleurs, on se demande s'ils ne sont pas suscités par il doit y avoir de la spéculation derrière ça, forcément. Mais je me rappelle qu'à un moment, on avait parlé de la Martinique au journal télévisé en France, parce qu'on avait eu une commune qui avait eu 100% de vote au municipal. C'était la commune du Prêcheur à l'époque. Ça ne s'est jamais vu en France, 100% des votes. Ils ne sont pas très nombreux. C'est vrai, mais c'était suffisamment, parce qu'il peut y avoir un bulletin nul qui se perd ou quelque chose, mais là c'était. Je vais vérifier parce que je vois un peu de quoi tu parles, mais j'ai pas l'impression que c'était 100% des votes. C'est parce qu'il y avait un seul candidat. Mais c'est ça. Donc, fait que compte tenu qu'il y avait un seul candidat, mais il n'avait pas eu 100%. Il y avait eu des bulletins blancs, il y avait eu des trucs qui me semblent. Il avait eu 100%. Moi aussi, ça m'avait étonné. Je vais vérifier. Ouais, je te le crois. Moi aussi, ça m'avait vraiment étonné. Je me suis dit, mais il doit bien y avoir des bulletins blancs. Il y avait eu des nuls et des blancs. Oui. Tu as déjà invité ici, là. Bon, il va nous dire ça. Bon. Lequel? Son nom m'échappe, enfin bon. Mais il produit sa spécialité, c'est de produire des statistiques sur les élections depuis très longtemps. Tu parles d'Olivier Jean-Marie? Olivier Jean-Marie, d'accord. Non, il continue, il fait un peu il continue, avec les élections municipales, il va recommencer via politique data, etc., ce qu'il met en place. Mais ces temps-ci, il était plus sur l'aspect culturel aussi, parce qu'il fait aussi du théâtre, etc. Il œuvre dans différents milieux. Non, mais ce que je voulais dire, juste pour conclure, quoi qu'il en soit, peu importe la commune, peu importe l'endroit, les personnes qui sont candidats au potentiel maire, etc., ils auront des enjeux, notamment des enjeux financiers, qui sont très compliqués actuellement, une équation à faire, parce qu'il y a une raréfaction des dotations, donc c'est de plus en plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que les fêtes patronales, les maires les ont réduits au fur et à mesure et font le minimum maintenant, parce qu'il y a un vrai souci. C'est-à-dire qu'on a une population vieillissante,
on a de moins en moins de moyens. Donc, qui dit population vieillissante dit beaucoup plus de besoins, de politiques publiques à mettre en place, adaptées à cette population. Mais malheureusement, moins de personnes qui payent des impôts. On a ici, on le dit tout le temps, près de 80 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Très peu les retraités gagnent moins d'argent, etc. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué en termes de politiques publiques à mettre en place. Donc, ils auront un véritable défi à œuvrer et à mettre en place. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soit. Mais c'est valable aussi à l'Hexagone, mais ici, c'est 2 fois plus. En France, il y a 15,6% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ici, c'est 28%. Donc, on a 2 fois plus d'handicap et de difficultés et de politiques publiques à mettre en œuvre avec moins de recettes. Donc, ils auront cet enjeu-là. Alors, Michel, tu voulais Mais dire je crois que c'est ce que je voulais dire, qu'il faut faire très attention aux candidats qui promettent la Lune. Hein. Oui. Bon, parce qu'effectivement, bon, il a expliqué, les dotations de l'État ont baissé, la population est vieillissante, la pauvreté est importante, donc les communes ne peuvent pas compenser la baisse de dotation en augmentant les impôts. Donc par conséquent, ce que les gens demandent, c'est plus d'accompagnement. C'est la manière de faire que les élus s'occupent beaucoup plus des préoccupations des administrés plutôt que de faire des grandes réalisations coûteuses. C'est ça. Bon. Et je dirais même que j'invite les électeurs à se méfier des candidats qui présentent des programmes mirifiques qui ne pourront jamais réaliser. Nous allons aborder tout à l'heure le fait que dans le plan Bérou, il y a une diminution des aides aux collectivités locales. 5,3 milliards de diminution. Exactement. Bon, alors, est-ce qu'ils ont mis ça dans la tête? Voilà. Très bien. En dernier point sur ça, on n'entend plus parler des gens lors du dépouillement, de gens qui avaient dans leur socket des... C'est fini, ça. C'est fini, ça. On ne peut plus faire ça. En tout cas, les formes Il y a des gens, semble-t-il, qui frappaient 3 fois sur la table avant qu'on commence le dépouillement. Donc, Enfin, moi je n'ai pas connu ça. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je suis président d'un bureau de vote. S'il y a de la fraude, c'est plutôt avant. Au niveau des inscriptions de la feuille sur la liste électorale, qu'il y a peut-être des gens qui ne devraient pas être inscrits ou des gens qui auraient dû être rayés, qui ne sont pas rayés, etc. Bon. Mais je ne crois pas que le jour du vote, je n'ai jamais vu de choses de ce genre. Dans les bureaux de vote, là où je suis, il y a 4 bureaux de vote. Ah ouais. Une école, il y en a 4. Bon. Eh bien, les 4 bureaux de vote, les gens arrivent, ils ont leur carte d'électeur, on les pointe, ils prennent leur bulletin, ils passent à l'isoloir. l'isoloir, ce qui est obligatoire, mais beaucoup de personnes ne font pas ça. Bon, en tout cas, ce qui me concerne, ma radio passe par l'isoloir. Il passe obligatoirement maintenant. Il y a des contrôles qui est fait. Bon. Et à mon avis, la population a pris l'habitude, le pli a été pris. Avant, il y avait des gens qui venaient, bon, ils avaient déjà leur bulletin de vote dans leur poche, hein, et puis ils allaient à l'isoloir. Non. Ouais. Non. Bien. Tu vois? Donc, je ne vois pas, enfin, là où je suis, hein, Oui. bon, je ne vois plus ce genre de pratique. Maintenant, ça peut se retrouver dans certaines petites communes, peut-être. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler du Carobé. Oui, Gérard Moustin, que tout le monde connaît, c'est plus un garçon qui s'occupe des animations, il connaît beaucoup de choses. Notamment la ville de Prêcheur. On a parlé de Prêcheur. Il est salarié de la ville de Prêcheur. Il est salarié de la ville du Prêcheur, donc Adjoint. j'ai vu qu'il se présente, il a déclaré sa candidature pour le Carobé. Il s'appelle Gérard Moustin. Donc, c'est un jeune Martiniquais, donc on verra. Carobé aussi, il y aura vraisemblablement 4 ou 5 candidats
Pour l'instant, Ouais. il y en a déjà. Il se 3, représente, 4, ouais. monsieur le maire du Corbeil? Oui. Il A n'a pas encore priori, dit il n'a officiellement. rien dit. Il n'a encore rien dit officiellement pour l'instant. Donc, D'accord, très bien. Oui, tu voulais rajouter un mot? Oui. Oui, alors déjà, je voulais dire que c'est très bien qu'il y ait des citoyens qui s'impliquent dans la chose politique en Martinique. On en a besoin pour le renouvellement, pour apporter de nouvelles idées, pour apporter de nouvelles visions et puis aussi de nouvelles compétences, sait-on jamais. Et puis, je voulais rajouter une chose par rapport aux municipalités. Les maires se plaignent souvent de la complexité du millefeuille administratif pour gérer la commune. Et donc, ce n'est pas si simple que ça de se présenter aux élections municipales et puis de défendre un programme et tout ça. Et Michel a bien fait de le stipuler avec Mathieu aussi par rapport au budget. Il y a une question de finances, il y a une question de complexité des responsabilités municipales parce que tel trottoir, ça peut être la responsabilité de la collectivité, le trottoir d'en face, la responsabilité de la collectivité. Il y a des choses qui sont beaucoup moins évidentes que ce que l'on imagine. Il y a des citoyens qui peuvent se plaindre d'une défaillance en quelque part qui peut ne pas être liée au maire en lui-même. Et ça aussi, ça rend l'exercice de maire encore plus difficile, si bien qu'il y a plusieurs centaines de maires, en 350 ou 360 maires l'année dernière qui ont démissionné. 2500. 2500 maires ont démissionné, pas l'an dernier. C'est-à-dire que lors du dernier mandat, 2500 maires ont démissionné et il y a environ 70 000 postes de conseillers municipaux qui ont démissionné aussi, durant l'année, qui sont vacants. Alors, il y a... Et qui ne sont pas remplacés. Il y a la violence peut-être qui explique un peu ça. Oui, mais aujourd'hui, il y a un maire qui a été agressé encore. Mais il y a aussi le fait que les gens se présentent à une élection pensant que c'est facile. Ils deviennent maires, mais... Ils ne sont pas préparés à la réalité. Ils ne sont pas préparés à la réalisation, à la réalité. Et souvent, c'est peut-être le directeur de cabinet ou le directeur financier. Enfin, c'est d'autres personnes qui gèrent vraiment la mairie parce qu'il ne s'est pas préparé à ça, quoi. Tu prends pas un avion et puis tu décolles si tu n'as jamais touché un avion. Maintenant, en plus, il y a une responsabilité pénale et juridique de plus en plus dure et importante. Même quand vous n'avez pas signé de document, vous êtes confronté à la réalité, à des difficultés. Sur le terrain de basket, saute et puis se casse la figure, le maire est responsable. Mais oui, tout à fait. Alors, on va passer donc au kiosque. Enfin, pardon, Mano. Alors, on va parler des impôts, retraite, année blanche. Alors, ça, c'est le Premier ministre qui a fait tout un tas de propositions, d'annonces. Des annonces de François Bayrou sur le budget 2026, c'est vers une censure des oppositions. Mais il me semble qu'il y avait déjà un Premier ministre qui avait tenté le coup de sucrer des jours de fête. Oui, il y a longtemps à l'époque de Sarkozy. Non, même de Giscard d'Estaing. De Giscard. Oui, il y a de ça. Comment il s'appelle? Monsieur Raffarin, je crois. Tu parles de Jean-Pierre Raffarin? Jean-Pierre Raffarin, c'est lui qui a fait ça. Tu parles du lundi de Pentecôte? Le lundi de Pentecôte. Mais à la Martinique, j'ai pas l'impression que c'est suivi, ça. Non, c'est-à-dire que le lundi de Pentecôte a été suivi la première année. Après, les gens se sont adaptés, entre guillemets, les collectivités ou les entreprises. C'est devenu la journée du maire. C'est devenu des fois la journée du maire, c'est devenu... Mais on devait cotiser quand même. Et les entreprises et peu importe les collectivités cotisent quand même. Ils cotisent 0,3% de leur masse salariale. Attention, pour la journée de solidarité. Donc ce qui fait que les gens, effectivement, ils ne travaillent pas, mais les entreprises cotisent. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes les annonces faites par le Premier ministre? Bon, moi je pense que la France est dans une situation de crise exceptionnelle. Elle a une crise financière avec un endettement considérable, peut-être l'un des endettements les plus élevés des pays européens. Okay. Et d'autre part, avec un blocage sur le plan politique, l'absence de majorité politique au Parlement. La conjonction de ces deux crises fait que la France se trouve dans une situation qui peut déboucher sur des choses exceptionnelles. Alors,
faut rappeler quand même quelques données. La dette de la France, c'est 3 385 milliards d'euros. Et ça représente aux alentours de 15% du PIB, produit intérieur brut. C'est la richesse globale de la France. C'est-à-dire l'un des taux les plus élevés en Europe. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le service, la charge de la dette. Le service de la dette, c'est le premier poste budgétaire du budget de l'État. Ouais. Et troisièmement, pour payer les fonctionnaires, aujourd'hui, il faut que la France puisse obtenir des crédits. Ils font des crédits des services financiers. Et ce qui est grave, c'est que comme la dette s'élève, les taux du crédit augmentent. Comme le taux du crédit augmente, ça augmente la charge de remboursement et c'est un cercle vicieux. Ouais. Bon. Je dis ça parce que c'est une situation, ce n'est pas une situation qui est née hier, c'est une situation qui s'est accumulée au fil des ans, mais qui s'est aggravée depuis l'arrivée de Macron, depuis 2017. Alors, le dernier point que je voulais dire, c'est que M. Bayrou dit que la dépense est trop élevée. Alors, il y a un organisme qui s'appelle l'OFCE, l'Office de conjoncture économique, qui est un organisme économique sérieux, qui dit qu'en réalité, le problème, ce n'est pas tellement l'augmentation des dépenses, c'est le fait que les recettes diminuent. C'est-à-dire que la politique qui a consisté à exonérer les personnes les plus riches, les contributeurs les plus riches, notamment les personnes du haut niveau, du sommet des grandes entreprises, l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, par exemple. De même que l'impôt sur les sociétés, tout cela a diminué les recettes, donc c'est plus un manque de recettes qu'un excès des dépenses. Mais lorsqu'il dit qu'il faut se serrer la ceinture, est-ce qu'il vise les bonnes personnes? Alors, justement, c'est ce que nous allons voir. Bon, alors, la question, je vais prendre un exemple. Bon. Le déremboursement des affections de longue durée. De la prise en charge. La prise des en charge. affections de longue durée. Les affections de longue durée, on peut avoir 100% de remboursement. Non seulement pour l'affection pour laquelle tu as obtenu la LD, l'affection de longue durée, mais aussi toutes les autres maladies que tu peux avoir. Tu peux avoir obtenu une LD pour un cancer de la prostate, par exemple. Et puis, tu as un problème d'hypertension qui n'a rien à voir. Et tu es à 100% remboursé sur toutes les médications concernant l'hypertension. Parce que l'hypertension fait partie des LD, mais c'est pas exactement comme ça. Mais bon, je ne t'interromps pas. En tout cas, tu peux avoir une affection différente de celle, ce que je veux dire, tu peux avoir une affection différente de celle pour laquelle tu as obtenu la LD et tu es remboursé à 100%. Ce que dit M. Bayrou, c'est que on va vérifier si les maladies que tu as
pour lesquels tu as 100% existent toujours et on va supprimer le 100% pour ces maladies-là. D'accord. Alors, il est certain que ce sont les personnes âgées, les personnes à faible revenu, pour lesquelles ce type de mesure peut être le plus difficile. Et par conséquent, quand tu dis que, est-ce que c'est, on me pose la question, est-ce que on s'en prend véritablement aux personnes? À mon avis, c'est un exemple. De la même manière, le fait de ne pas indexer les retraites sur l'inflation. Martinique, la retraite moyenne, je rappelle, parce que, m'excusez. Je t'en prie. Moi, ce que je veux rappeler, c'est que l'application de ces mesures dans le contexte martiniquais, le contexte de pauvreté, de chômage, d'inégalité sociale, qui sont supérieures à la pauvreté plus grande. Alors, tu l'as dit tout à l'heure. On a un taux de pauvreté entre 28 et 35%. Bon, entre 2 et 3 fois plus que la France, qui est aux alentours de 15%. Par conséquent, le fait d'appliquer des mesures dans un pays où le nombre de personnes au RSA est de l'ordre de 15% de la population. En France, c'est 4%. 4%. Bon. Donc, appliquer ça dans un pays comme ça, eh bien, ça va faire mal. Donc, je réponds à ta question, oui. Alors, qui va faire les efforts? Peut-être, mais qu'on s'adresse à ceux qui peuvent payer. Ceux qui peuvent déjà. Voilà. Mathieu? Bon, c'est 43 milliards, 43,8 milliards, parce que il était porté sur 40 milliards, et le fait qu'Emmanuel Macron ait annoncé qu'il veut renforcer le budget des armées d'ici 2027, le faire passer à 64 milliards, donc c'est fait que ça a fait qu'il a rajouté 3,8 milliards. Et non, moi je trouve qu'il y a un vrai souci, notamment de répartition, et on n'a pas l'impression que... Moi, je ne partage pas du tout ces mesures-là qui sont mises en place, la suppression de l'abattement sur les retraités de 10%, le fait de la franchise médicale la faire passer de 50 à 100 €, le fait de les 2 jours fériés, mais même si je pense que les 2 jours fériés, c'est un effet d'annonce pour pouvoir cacher l'ensemble des mesures, parce qu'on l'a dit, c'est près de 44 milliards d'euros d'économies qu'ils veulent faire en prenant des mesures qui sont très strictes et très difficiles. Et puis on vous parle de jours fériés, alors que les jours fériés, un jour férié leur permettrait de faire environ 2,5 milliards d'euros d'économies. Donc si c'est 2 jours, vous voyez, c'est 5 milliards. Et puis rappelons que ces 2 jours fériés, ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire on considère que comme on est déjà payé pour ces jours fériés-là, donc on va travailler, donc on est déjà payé de manière naturelle, alors qu'on là, au lieu de rester chez nous ou d'aller vaquer à d'autres occupations, de faire l'économie fonctionner, on va travailler. Par contre, les entreprises devront cotiser aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une taxe qui sera mise en place, comme pour la journée de solidarité, sur les entreprises. Après, le montant n'est pas encore dit. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il parle de mesures très floues qui ne sont pas encore mises en place. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Michel, geler l'ensemble des prestations sociales, etc. Donc, ce qui fait que ça va leur permettre d'économiser environ 7 milliards de ce qu'ils disent. Mais c'est-à-dire que les gens, les retraités, les personnes qui touchent, on l'a dit, ici il y a 35 000 personnes quasiment qui touchent le RSA, les allocations familiales, etc., elles ne seront pas revalorisées alors que le coût de la vie augmente. Ils disent que soi-disant l'inflation bouge très peu, elle est autour de 1,1%, elle sera dans les programmations, mais qui sait, nul ne sait ce que va donner vraiment l'inflation. Quand on a quelqu'un comme Trump qui a déjà dit qu'il veut mettre 30% de taxes sur les produits européens, ça va créer une inflation. Donc, et en plus, les différentes mesures qui sont mises en place vont faire qu'il y aura une baisse de la consommation, donc ce qui fait qu'une baisse des recettes de l'État, et ça sera bien compliqué. Ils disent qu'ils veulent s'attaquer aux niches fiscales. Une niche fiscale, c'est-à-dire que quand vous faites... La niche fiscale, quand l'État investit dans une niche fiscale 1 €, ça lui rapporte 1,50 €. Je veux parler de crédit d'impôt notamment, de ces niches fiscales-là. Donc ce qui fait qu'ils ne perdent pas, ils gagnent de l'argent. Ils disent quelles mesures encore qu'ils ont pris. Beaucoup de personnes, par exemple, qui ne payaient pas les impôts vont se retrouver à payer des impôts. Parce qu'elle ne sera pas indexée sur l'inflation, il n'y aura pas de révision du barème. Donc, ce qui fait que ceux qui payent des impôts vont payer plus
Et beaucoup de personnes vont se retrouver qui ne pas payaient pas des franchir une impôts, tranche. vont franchir une tranche, donc vont payer des impôts. Moi, je trouve ça totalement inégalitaire, ce qui est mis en place. On veut prendre 5,3 millions encore sur les collectivités. C'est le double de ce qu'ils ont pris l'an dernier. Donc, c'est fait alors que les collectivités sont déjà en grande difficulté. Donc, ce sont les politiques publiques qui seront en grande difficulté. Quand ici, Michel l'a dit, on a une population qui est paupérisée, une grosse partie des personnes vivent sous le seuil de pauvreté, travaillent, vivent au SMIC. On a 24% seulement de personnes qui le touchent, qui sont des retraités, alors qu'en France, c'est 44%. On a le double des chiffres à chaque fois que dans l'Hexagone. Donc, chaque mesure qui sera mise en place comme ça, on aura des conséquences terribles qui vont conduire, in fine, à des soulèvements sociaux, à de grosses difficultés, et ça sera très compliqué de mettre ça en place. Et c'est là que je trouve que les choses ne sont pas inégalitaires. Il parle de mettre en place des impôts sur les personnes qui ont des hauts revenus, etc. C'est pas très clair, c'est pas très lisible. Pour l'instant, on n'entend rien. On parle de, pour une personne, c'est des gens qui ont des revenus supérieurs à 250 000 euros par an, et si c'est une famille, 500 000 euros, mais on ne sait pas à quel montant ils seront taxés, comment. On n'en parle pas. Là, pour l'instant, l'ensemble des efforts sont mis en place, sont mis sur les collectivités, sur les retraités, parce que ce sont la majorité des personnes, et sur l'ensemble de nous-mêmes, l'ensemble des administrés. Par contre, l'État, ils font très peu de mesures. Quand on regarde les mesures de l'État, sur ces 43,8 milliards, il y a très peu de mesures directement d'économie de l'État direct, à part certains satellites qui veulent supprimer, faire des économies comme ça. Donc je pense que la rentrée sociale sera très compliquée et très difficile. Parce qu'ils misent sur les retraités qui se mobilisent très peu, etc. Mais là, il n'y a pas que les retraités, c'est tout le monde, l'ensemble des fonctionnaires, tout ça. Et je ne parle même pas du domaine de la santé, je pense que Karine va en parler plus que moi. Mais c'est vrai que je trouve que ces mesures sont pas normales, inefficaces, et je ne partage pas du tout ce plan de redressement qui est mis en place, même si je considère qu'on doit faire des choses, mais pas ça. Karine ? Alors, je vais commencer par le fait de dire qu'une civilisation, on la reconnaît à sa capacité à subvenir et à prendre soin des personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les enfants. Là, on glisse à plus grande vitesse sur des dérapages qui vont instaurer davantage de tensions sociales dans la société, et pire chez nous que dans l'Hexagone, parce que tout ce qui pose problème dans l'Hexagone était déjà bien plus fort chez nous à l'origine. Donc, puis je souhaite rappeler également qu'en 2011, François Bayrou disait regretter la suppression de dizaines de milliers de postes de fonctionnaires, ce qui était décidé par Nicolas Sarkozy. Alors que là, dans sa future réforme, il y aura environ 3000 postes d'emploi public en moins. En plus de ça, il y aura donc une augmentation de la franchise sur les médicaments, c'est-à-dire un genre de dépassement d'honoraires. C'est pas exactement du dépassement d'honoraires, c'est un prix supplémentaire que l'on demande par boîte de médicaments. Donc ça va passer de 50 € à 100 €. Ensuite, il y aura une augmentation des mutuelles et des parts forfaitaires. Alors, en fonction des actes, il peut y avoir des parts forfaitaires, en fonction des hospitalisations, etc. Tout ça, ça va être à la charge du patient un peu plus. Il y aura une diminution de la prise en charge pour les ALD dont tu as parlé. Ce sont les affections de longue durée, l'hypertension, le diabète, les cancers, etc., etc. Ce qui représente, alors les dépenses pour les ALD représentent la moitié des dépenses de l'assurance maladie. Mais il faut savoir que quelqu'un qui a une ALD, parce que les affections de longue durée, ce sont des affections de longue durée. Ça veut dire que la personne a ça à vie. À vie. Ou au moins à long terme. Et donc, ce n'est pas évident pour quelqu'un de traîner une pathologie à vie. Donc, la personne est déjà en difficulté. La personne, des fois, doit travailler avec sa pathologie, avec tout ce que ça induit. Parce que n'oublions pas que dans le contexte dans lequel nous vivons, on a déjà retiré pas mal de conditions comment on appelle ça encore ? De conditions de... Tu parles de... Les conditions de travail, de pénibilité. On a de moins en moins de considération pour la pénibilité au travail. Et malheureusement, au fur et à mesure où on retire des critères de pénibilité, les gens tombent malades plus vite, ils s'abîment plus vite, ils ont moins... De toute façon, les professions les plus précaires, ce sont elles qui souffrent le plus des critères de pénibilité, le plus souvent, enfin, au pourcentage. Et
en déresponsabilisant ainsi la prise en charge des malades, eh bien, les gens vont tout simplement tomber malades plus vite, avoir moins la capacité de se soigner. Ils n'auront pas la possibilité de prendre des arrêts maladie comme aujourd'hui parce qu'il y aura aussi une restriction sur les arrêts maladie. Rappelons que dans la réforme, sont prévus comme moyen de lutte contre la dépense de la sécurité sociale, la lutte contre la fraude à l'assurance maladie, la mutualisation d'achats d'hôpitaux, donc des grandes entreprises ou des regroupements peut-être d'entreprises pourront acheter des hôpitaux, une réutilisation des dispositifs médicaux, donc les cannes, les lits, les béquilles, les fauteuils roulants seront réutilisés et il est dit... On doit les remettre après. Oui, voilà, c'est ça. Même après le décès. D'accord ? Et dedans, il y a aussi la baisse des arrêts maladie, la traque aux actes dits inutiles. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par actes inutiles. Cependant, un médecin a fait une dizaine d'années d'études. Il est, croyez-moi, on est formé dans le milieu de la santé à ne pas prescrire de choses superflues. Donc, à partir du moment où on fait une traque, parce que c'est comme ça que c'est formulé, une traque aux actes dits inutiles, alors qu'il y a déjà une culpabilisation du médecin par rapport à la dépense de la sécurité sociale qui a la vocation de prendre en charge les malades et avec les cotisations des malades. Donc, recontextualisons un petit peu, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Dans les autres moyens, la généralisation du dossier médical partagé, donc le fait d'utiliser l'outil numérique comme gain de temps pour toutes les administrations. Mais à chaque fois qu'on fait des économies instituées par l'État, on ne sait pas où va l'argent économisé. Mais bon, bref, c'est pas grave. Dans la réforme, il y a aussi la fin des droits au remboursement à la guérison. Dans la réforme, il n'est pas dit que cette réforme-là va s'appliquer, parce que si... Mais bien sûr que non. On ne le dit pas encore, mais c'est un projet. S'il y a une censure là du bien gouvernement, sûr. Tout à fait, Marine Le Pen a dit clairement qu'en l'état là, elle vote la censure. Les trois groupes, LFI aussi, et LFI même chez les LR, il y en a certains qui parlent de voter la censure. Mais dans la réforme... Pour aller, parce que c'est beaucoup plus grave que ce que l'on imagine. Il y a la fin des droits au remboursement à la guérison. C'est-à-dire que demain, cette réforme-là passe, vous avez un cancer et admettons qu'on ne voit plus la tumeur. On estime que vous êtes guéri. Sauf que normalement, il y a des principes de précaution qui sont appliqués dans le cadre médical, où il y a des surveillances, des examens avec des laps de temps en fonction de la pathologie, et les soins post-dite guérison et les soins et examens de surveillance pour garantir la stabilité de votre état de santé ne seront plus pris en charge. Et il y a déjà des actes pour les gens qui ont le cancer ou pour les gens qui ont et des traitements pour les gens, par exemple, qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ne sont pas pris en charge. Donc, imaginez-vous, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez cotisé toute votre vie, et aujourd'hui, on vous dit, mais non, ce sera peanut, ce sera à votre charge. Donc, si vous êtes vivant. Hein. Si vous êtes encore vivant. Et ce n'est pas fini, il y aura une augmentation de la précarité chez les malades, un durcissement des règles d'indemnisation pour le chômage. Donc là, on a fini avec la partie santé. Un durcissement des règles d'indemnisation pour le chômage. L'allègement des contraintes pour le droit du travail. Donc, je pense que ce sera en faveur des grandes entreprises. Le plafond maximal des aides sociales par personne sera à 70% du SMIC. Il envisage aussi de faire fusionner le RSA et les allocations chômage pour faire diminuer la part d'allocations chômage que l'on peut donner. Il avait parlé aussi de diminuer l'allocation sociale unifiée. Voilà, exactement.
La suppression des 2 jours fériés. Alors, les 2 jours fériés en question, c'est le lundi de Pâques et le 8 mai. Dans la symbolique, vraiment, c'est très maladroit de sa part. Et puis, tu parlais tout à l'heure de l'indexation des prestations sociales sur l'inflation. Justement, sa réforme comprend la désindexation des prestations sociales sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on va retirer la part de compensation par rapport à l'inflation qu'il y a sur les prestations sociales d'origine. Donc, blanche, ça aussi, comment? J'ai dit oui, c'est l'année blanche. Oui, tout à fait. Donc, c'est prévu, le gel du budget des collectivités locales et les taxes sur les petits colis. Et nous, on a déjà des taxes abusives sur l'envoi des petits colis. Donc, au bout d'un moment, voilà. Sachant que le seul budget qui va augmenter dans sa réforme 2026, dans son projet de réforme 2026, c'est le budget de la défense. Donc, on peut se poser la question de la priorité. Est-ce que les Français sont réellement une priorité ou est-ce que faire la guerre, c'est mieux? Mais n'oublions pas non plus qu'on a 854 millions d'euros de dépenses de l'Élysée en 2023. En 2024, pardon. Et ça, bizarrement, ça n'a pas diminué. Ah non, ça ne fait qu'augmenter. On va 854 passer, millions d'euros. Là, le temps passe vite. Je ne sais pas, il y a des sujets très intéressants. L'historique fondateur périlleux, l'accord de la Nouvelle-Calédonie, largement salué par la classe politique nationale, malgré certaines craintes. Alors, est-ce que la Martinique pourrait, par exemple, bénéficier de cet accord-là et est-ce que ce serait une bonne chose pour la Martinique? Je crois qu'il faut tout de suite dire une chose, c'est que il y a des points de la réforme qui peuvent être intéressants dans la méthode, je dis dans la méthode. La méthode. La méthode, ce qui est bien dans la méthode, c'est que le gouvernement a pris en compte la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie et a enfin compris qu'il fallait reconnaître qu'il y a une nation kanak. Ça, c'est un point important parce que moi, je pense que si dans la Constitution française, on considère que les pays d'outre-mer, que dans la même République, on peut avoir des nations différentes. Jusqu'à présent, on nous disait que la France est une république indivisible. C'est ce que, il faut répondre à ta question, hein. C'est ce que, depuis l'apparition en 1955 de la revendication de la gestion de la Martinique par les Martiniquais eux-mêmes, puis de l'autonomie en 1963, puis de l'autonomie à la Convention du Morne Rouge, on doit toujours opposer ça. C'est pas possible. Si cette réforme de la Constitution permet l'existence de nations différentes dans une même République, effectivement, ça peut avoir une incidence. Maintenant, les solutions qui ont été choisies pour la Nouvelle-Calédonie sont propres à la Nouvelle-Calédonie. Oui. Bon, par exemple, l'État va créer une nationalité calédonienne. Et on pourra avoir la double nationalité, la nationalité calédonienne et la nationalité française. À quoi ça sert? Avec des critères bien précis, je précise, parce que pour pouvoir avoir la nationalité calédonienne, il faudra résider en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans. Et si c'est pour quelqu'un qui est marié, il faut être marié depuis 5 ans minimum. Et puis après, ils ont mis des critères bien particuliers. Ça veut dire que selon la nationalité, on aura le droit de ceci ou cela sur le même territoire. Par les instances internationales pour l'instant. C'est une demande. Depuis Tchibahou, depuis les accords de Matignon en 88 et Nouméa aussi, ça avait été redit en 98. C'est le peuple kanak qui demande à être reconnu. Oui. Bon, par conséquent, la Nouvelle-Calédonie a été colonisée en 1863
la France a nié l'existence, l'histoire, les traditions du peuple kanak. Et ici, on a été colonisé quand? Alors, c'est pourquoi je vous dis que la Nouvelle-Calédonie et la Martinique, c'est deux cas tout à fait différents. Ok. La Nouvelle-Calédonie, c'est une colonisation au XIXe siècle, qui est devenue une colonie de peuplement, un peu comme l'Algérie. Ok. Bon. La Martinique, c'est autre chose. C'est un pays qui a été colonisé en 1635 et la population s'est faite avec l'apport d'Européens, d'esclaves africains, d'Indiens, de Chinois, d'Arabes. Bon. Et pour te taquiner, je t'aurais dit que la Martinique fait partie de la France, entre guillemets, je prends mes précautions, avant l'Alsace, avant Nice, avant plusieurs régions françaises. Donc Attention, le cas, D'accord. l'existence de la nation martiniquaise s'est faite au fil du siècle. Alors que l'existence du peuple kanak était antérieure à la colonisation. C'est ça la différence fondamentale. En conséquence, mais en matière de décolonisation, la méthode qui a été utilisée concernant la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, une méthode qui peut, si elle est appliquée à la Martinique, tenir compte des spécificités de la Martinique et des autres départements et régions d'outre-mer. C'est ce que nous devons retenir. Alors, bien sûr, il y a un point sur lequel je voudrais attirer l'attention. C'est le fait que dans cet accord, il est prévu un projet de société et de modèle économique. C'est-à-dire que les Kanaks ont réussi à faire reconnaître à la France qu'elle avait un devoir d'assistance à l'égard du nouveau État calédonien, de l'aider dans son développement économique et social. Et c'est ce que nous avons demandé avec la Convention en 1971, la Convention du Mont Rouge. On nous a tout dit, les adversaires de l'autonomie nous disaient, donc vous voulez l'autonomie avec pension alimentaire. Les adversaires venaient de France ou de Martinique? Des Martiniquais même qui disaient ça? Oui, bien sûr. Bien. Les deux. Les deux, bien sûr. La droite. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui disent ça. Vous voulez l'autonomie avec pension alimentaire. Or, cet accord-là, pacte de refondation économique et financière, bon, assainissement des finances publiques locales, on parlait tout à l'heure de nos communes qui sont associées, relance et diversification économique ciblée sur des objectifs stratégiques comme l'autosuffisance alimentaire, et énergétique, le tourisme, il y a le nickel. l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, et ils ont pu reconnaître un paragraphe important, c'est la relance de l'activité du nickel. C'est une ressource importante. Bon. Et puis, un engagement des politiques prioritaires. Donc, tout cela me paraît être important parce que dans le cas d'éventuelle évolution institutionnelle en Martinique, si on pouvait conclure un pacte de développement économique avec la France sur 10 ans, sur 15 ans, comme quoi la France accepte, cela nous a mis dans le développement. 28 à 33% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Bon, le diabète, maladie, nous sommes l'un des pays où le diabète est le plus répandu dans la population, etc.
Tu parles de quoi? De la Kanaki ou bien de la Martinique? Martinique. Ah, de la Martinique, oui, je confirme. Bon, Très bien. par conséquent, il faut faire reconnaître ça. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut appliquer la méthode, mais à l'appliquer avec, en tenant compte des spécificités de la Martinique. C'est ce que nous retenons. Maintenant, Ok. il y a un calendrier, donc ce sera voté par l'Assemblée nationale, Pas que le Congrès, les deux, l'Assemblée nationale. par le Sénat. Congrès calédonien, etc., etc. En octobre 2026, c'est le Congrès des... Mathieu sur ça. Non, je partage une partie de ce qu'a dit Michel, mais je suis un petit peu plus réservé. Pourquoi? Parce que certaines choses qu'on retrouve dans cet accord, il y avait déjà dans l'accord de Matignon, on l'a dit tout à l'heure là, et de Nouméa, 88, 98. Regardez le nombre d'années qui sont déjà passées. Et pourtant, ça n'a pas été appliqué, notamment sur la partie développement économique, etc. Kanaki, ça n'a jamais été appliqué. Il a fallu, là, 14 morts, 2 milliards de dégâts, au moins 2 milliards, ce sont des estimations. Maintenant, en Nouvelle-Calédonie, on ne trouve même pas de médecins, c'est très rare de trouver des médecins, certaines professions, la population, ils sont obligés eux-mêmes de mettre en place des systèmes d'ambulance entre eux, c'est impressionnant de voir comment ça se passe, et le pays est en grande difficulté économique. Et c'est vrai que Michel l'a dit, que c'est vrai que ce qui s'est passé historiquement, là-bas, c'est pas normal. Quand on va dans les prisons, 95% des personnes qui sont à la prison, ce sont des Kanaks. Les Kanaks sont plus violents que les autres? Non, il y a des choses qui se sont passées historiquement qui ont mis ces choses-là en place. Le fait qu'ils n'ont pas de travail, ils étaient en grande difficulté, etc. Et je ne vais pas revenir sur ça parce qu'on a très peu de temps. Et au niveau de la jeunesse, je ne vais pas revenir sur ça. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est l'accord important? Oui, parce qu'il faut avancer, il faut essayer d'aller de l'avant. Il faut bien sûr qu'il soit validé en octobre 2026 par les Kanaks et les habitants, et bien sûr aussi en France, par le Congrès, Assemblée nationale et Sénat, parce qu'il y a des changements de statut, etc., parce que c'est du jamais vu, un État calédonien au sein de la République française. Donc, ce qui fait que c'est... franchement, c'est une nouveauté. Hein. Et voilà. J'ai vu la réaction de Mélenchon. Mélenchon, Il est contre. c'est un jacobin. Hein. Toujours été. Il te dit que ça va changer la nature de la République française. Et de la 6e République qu'il veut faire. Enfin, Oui. Mathieu, Et puis, fini. il y a des petites choses où, par exemple, l'élargissement de la base électorale, etc., il y a eu des accords qu'ils ont obtenus alors qu'avant, et puis on a dit tout à l'heure... Et les socialistes. Et les socialistes. Assez paradoxalement, tu m'excuses, hein? C'est paradoxalement. On peut trouver chez les centristes, chez une certaine partie de la droite des républicains, plusieurs gens qui sont d'accord avec cette évolution constitutionnelle, parce que c'est un changement dans la Constitution française. Hein. Mais Michel, rappelle-toi que c'est sous la droite avec commissaire Chirac que les choses ont avancé en Martinique. Tout à fait. C'est pas 14 ans de Mitterrand qui a changé. Après la déclaration de Bastère, Voilà. en 2003, Michel Chevry, Alfred Marie-Jeanne et comment s'appelle le Guyanais là? Caram. Antoine Caram. Brigitte Girardin, l'autre Girardin, qui était la ministre de l'Outre-mer de Chirac, a porté une constitution, une révision constitutionnelle en 2003. Ouais. Donc, Mais c'est pourquoi je te dis... au fait, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a déchiré l'accord, au fait? C'était cet accord-là qui a été déchiré? Non, c'est l'accord Lista-Maya qui a été déchiré. Ah, L'accord oui, Lista-Maya qu'Alfred oui, Marie-Jeanne oui. avait déchiré. D'accord, ok. D'accord. Je sais qu'il y avait une histoire d'accord déchiré. Oui, Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est comme, puisque tu parlais des gens de droite, déjà à l'époque, la droite était plus sensible à permettre un certain nombre de trucs. non mais bon, Mais il faut rappeler quand même, pour te faire La droite se plaisir, sentait plus menacée aussi par les possibilités du peuple à se soulever. C'était Ah, pas il le faut- même contexte non plus. Hein. alors je vais quand même rappeler, pour te faire plaisir, que Chirac, c'était un ancien communiste. Donc, oui. Alors, tu as raison. Et je vais te dire une chose, non seulement je connais l'endroit où ils vendaient l'humanité. Ils vendaient l'humanité à la sortie, dans le 5e arrondissement, à la sortie du métro Jussieu. Et j'ai habité à un moment donné à la rue Linné, quand j'étais étudiant, qui débouche sur le Panthéon.
Et le métro Jussieu, c'est l'endroit où Chirac vendait l'humanité. Bon, mais ceci dit, pour revenir à des considérations plus sérieuses, la question de fond, c'est que la gauche française, c'est l'héritière de 1789. 1789, on a voulu une république unie et divisée pour aller à l'époque contre les royalistes qui voulaient donner plus de pouvoir aux provinces. Donc, c'était une manière de briser la résistance contre les réformes de la Révolution. Ok. Donc, et cette tradition, donc ça s'appelait les Jacobins, et même à l'intérieur des Jacobins, il y avait les Montagnards qui étaient les plus radicaux, avec quelquefois celui qui a fait la terreur, Corbier-Noy. Robespierre? Bon, bref, parmi les montagnards, il y a eu des extrêmes, mais qui étaient aussi, qui ont aboli l'esclavage en 1792. Hein. Bon. Donc, il faut bien comprendre que la gauche française, il y a des traditions, il y a des courants politiques, des courants idéologiques qui viennent de très loin. Et ce n'est pas par hasard, le courant politique représenté par Mélenchon est un vieux courant jacobin qui remonte à la Révolution française. Ok. Mais c'est de ce côté-là, à l'intérieur même du Parti socialiste pareil, que tu peux avoir des oppositions à l'évolution de cette Constitution française. Oui, non, c'est vrai que je finis. Non, après, très rapidement pour conclure. Mais c'est vrai qu'il a raison sur une bonne partie, parce que j'ai même vu ce débat à l'Assemblée nationale sur les langues, même les langues au-delà du créole, sur les langues régionales, etc. Et j'avais vu Mélenchon, plus d'autres personnes, s'opposer en disant qu'il n'y a qu'une langue française, etc. Bref. Et à l'époque, c'était un petit peu compliqué avec eux. C'est vrai que sur la Nouvelle-Calédonie, qui est un différent entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, par exemple, c'est, entre autres. Donc, ce qui fait que c'est, franchement, chacun un avis très réservé dessus. Mais c'est vrai que cet accord, on n'est pas encore mis en place, mais on verra. Mais ça serait une bonne chose pour le territoire, que ce territoire puisse avancer. Mais tout comme les nôtres, hein, pour nos territoires aussi, qu'on puisse se développer. Et on l'a dit, on a des chiffres quand même qui sont un peu terribles. Beaucoup de personnes au chômage, etc. Des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il est temps qu'on ait vraiment les moyens de se développer et qu'on puisse gérer certaines choses par nous-mêmes. Parce que nous sommes quand même assez compétents pour pouvoir gérer certaines choses. Mais quand on nous donne les moyens, parce qu'il y a une différence entre compétence et pouvoir, et des fois on vous donne la compétence, mais pas le pouvoir de mettre la chose en œuvre, et surtout pas les moyens des fois. Bien. Donc voilà. Karine? Je ne partage pas du tout les analyses qui ont été exposées. Donc ne m'en veuillez pas. Mais je ne comprends pas. Je suis honorée. Alors, déjà, moi, ce que je perçois, c'est que ce sont essentiellement des mots. On connaît la capacité de la France ou l'incapacité de la France à respecter des accords qui tendent à garantir davantage de souveraineté des peuples des anciennes colonies. Donc, on sait que la France, dans ses expériences passées, a toujours voulu garder un pouvoir économique, même quand on retire certains titres à la France, et donc elle n'est jamais véritablement perdante dans les négociations. Donc, pour moi, cette voie qui est empruntée, c'est un allongement du chemin vers l'indépendance pour la Kanaki. Parce qu'on un allongement du chemin vers l'indépendance pour la Kanaki. Dans le sens où on ne garantit pas la souveraineté du peuple premier, on baisse les critères d'accès aux droits décisionnels des peuples arrivants et des Caldoches. Donc les Caldoches qui sont les descendants de ceux qui sont arrivés là à l'époque où la France a décidé de faire de la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie. Une nation dans une nation, parce que n'oublions pas que dans cette mesure-là, on n'a pas le droit d'avoir la nationalité calédonienne sans avoir la nationalité française. C'est-à-dire que, imaginez-vous, nous sommes... Attends. C'est exactement ce que tu as entendu là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on te donne une nationalité martiniquaise, et puis tu n'as pas le droit d'avoir la nationalité martiniquaise seule,
tu as le droit d'avoir la nationalité française et la nationalité martiniquaise. Mais si tu veux avoir la nationalité martiniquaise seule, tu ne peux pas. Non mais Karine, pour l'instant, il y a un petit souci. Pour l'instant, c'est-à-dire que au niveau du droit international de tout ce qu'on veut, ce n'est pas reconnu. C'est-à-dire que même quand tu auras le passeport... Mais ce n'est pas encore passé. Pour l'instant, quand tu auras le passeport, il faudra attendre que ça soit reconnu de manière internationale et après les choses vont se mettre en place. Tu ne peux pas exister en matière tant que de nation, diplomatie, au niveau de l'ONU, un peu partout. Mais parce que comme ni pas dans que, les critères pas de que c'est dans l'État français. Moi, je parle de l'accord, hein, purement. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. C'est ce que je suis en train de décrire. Vas-y, je te laisse finir, je vais expliquer après. Non, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est de ne pas oublier que c'est un accord qui a été passé et que c'est dans l'accord qui a été signé par les différentes parties, c'est un État calédonien au sein de la République française. Et ça. tu as un souci, quand tu vas arriver, pour l'instant, tu auras ton passeport kanak, quand tu vas arriver, n'oublie pas que même s'il y a les critères qu'il faut répondre à 10 ans sur le territoire, etc., tout ce qu'on veut, quand tu vas arriver, le passeport ne sera pas reconnu pour l'instant au niveau international. Quand tu vas arriver dans certains pays, on va te dire non, vous ne rentrez pas, etc. Parce que ce n'est pas reconnu et que donc les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Mais c'est ce que je veux dire. Que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Tout mais comme ils ont déjà des révision voisins avec lesquels ils... Parce que ce n'est pas l'indépendance qu'ils ont signé comme accord. Donc c'est ce que j'explique. Okay, c'est ce que j'explique. Et ce que j'explique, c'est que c'est un simulacre de reconnaissance de la souveraineté du peuple. Je me permets de terminer. C'est très facile. Moi, je vous ai écouté religieusement. Hein. D'accord? Je t'écoute. Donc en ce qui me concerne... En ce qui me concerne... Ce n'est pas un simulacre. Tu le juges comme tu l'entends. Je trouve que c'est un simulacre de reconnaissance de la souveraineté du peuple kanak, parce que c'est une nouvelle forme de colonialité. C'est-à-dire que tu peux rigoler si tu veux, mais je trouve ça très irrespectueux, mon cher Michel. On a une nation... J'ai le droit de rire quand même, non? Oui, mais je pense qu'on est suffisamment grand autour de la table, même si je suis la plus petite, pour pouvoir m'exprimer sans avoir de moquerie. Continue, Karine. Moquerie? Donc, on a une nation dans une nation pour laquelle on n'a pas le droit d'avoir la nationalité seule. On est obligé d'avoir les deux nationalités, sinon celle du peuple kanak n'est pas valable. Tu l'as déjà dit. Oui, mais je suis fatiguée d'être Avançons, parce que là, avançons. Bizarrement, Michel n'a pas le même traitement quand il parle de Chirac et de sa nostalgie de l'époque. Bref, sur le plan des capacités décisionnelles, ce qui a été émis comme critère, ça va permettre au peuple arrivé après les Kanaks de gagner, parce qu'ils seront de toute façon en nombre plus important que les Kanaks très rapidement, puisque les critères ont baissé, les critères de vote et de droit civique ont baissé. Et très rapidement, ce qui va se passer, c'est que les Caldoches et les loyalistes pourront avoir davantage de pouvoir au sein de la gestion de l'État calédonien. Et en fait, l'indépendance que veulent les Kanaks, ils ne vont faire que s'en éloigner. Ça ira très vite. C'est-à-dire qu'avant 2035-2040, on estime que ceux qui ne sont pas du peuple premier seront plus nombreux que ceux qui sont du peuple premier. Donc, à partir de ce moment-là, ce serait naïf de penser que la Nouvelle-Calédonie, qui est la deuxième réserve de nickel au monde, le fait d'avoir un positionnement géostratégique dans cette zone-là du globe, ce n'est pas précieux pour l'État français et qu'on préfère acheter un genre de paix sociale plutôt que de perdre des capacités économiques. Je ne pense pas que ça vaille des moqueries que de s'interroger sur le caractère fallacieux de la démarche d'une nation dans une nation, sachant que en vrai les Kanaks n'auront pas exactement le droit qu'ils auraient dû avoir, les droits et les pouvoirs qu'ils auraient dû avoir quant à la maîtrise de leur territoire et à leur pouvoir décisionnel avec l'État français qui leur donne juste un passeport supplémentaire et leur passeport à eux seuls ne vaut rien. J'ai terminé. Bon. Alors, oui. Je voulais juste dire très rapidement, parce que comme elle a dit elle est totalement opposée à ce qu'on a dit. J'ai pas dit totalement opposée. Attends, Karine, attends, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais juste rappeler qu'on a dit quand même que
qu'on fait très attention parce qu'on a rappelé qu'il y a des choses qu'il y a dans cet accord-là qui avait déjà, que ce soit l'accord de Nouméa en 88, Matignon. etc., et de Matignon, on l'a rappelé. Donc on a dit qu'on fait très attention et on a un regard. On sait très bien que la France veut garder sa position géostratégique, etc. Mais est-ce que c'est une avancée? Oui, c'est une avancée par rapport de là où ils sont. C'est une réalité. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas moi qui ai signé l'accord. L'accord a été signé par les différents partis, indépendantistes, etc., tout le monde. Donc c'est un compromis. Le fait qu'ils aient décidé de mettre qu'il faut être sur le territoire, de faire la révision par rapport aux gens qui peuvent voter, être sur le territoire depuis 10 ans, 15 ans, etc., ce sont des avancées, c'est des compromis. Dans la vie, il y a des négociations qui sont mises en place. Est-ce que tout est parfait? Non, pas forcément. Mais au moins, il faut savoir tenir chaque pas gagné et avancer, aller de l'avant. OK. Alors, le baccalauréat a-t-il encore de la valeur? Ça, c'est une question facile. On peut répondre oui, pour- non, ou est-ce en tout cas, que moi, par oui ou en par deux non? mots, non, moi, en deux mots, j'estime que c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là, notamment depuis le Covid. Parce que c'est depuis le Covid qu'on est passé. Là, cette année, on est passé à 92% de réussite, alors qu'il y a 20 ans, on était à 84% de réussite au baccalauréat. Donc, ce qui fait qu'on voit bien que depuis le Covid, on sait qu'on avait donné des consignes par rapport au Covid, le fait que les élèves n'aient pas pu se rendre à l'école, tout ça. Les chiffres deviennent mirobolants. Même si, et peut-être moi je pense, mais aussi en adéquation le fait que, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps le système du bac a changé et qu'il y a 40% au contrôle continu. Donc est-ce que quand vous êtes, je prends mes précautions, est-ce que quand vous êtes en contrôle continu, c'est même les syndicats qui le disent, que ça influence des fois la note que, parce que je connais l'élève, ça influence la note que je vais donner à mon élève pour qu'il ait son bac quand même. Donc peut-être qu'à ce niveau-là aussi, il y a quelque chose à revoir. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une circulaire, une note qui est mise en place par la ministre Elisabeth Borne pour dire que non, faut être attention quand vous corrigez le bac, soyez plus, vous êtes trop indulgent parce que voilà, c'est pas, vous allez dévaluer la nature du bac. Michel? Bon, moi, je ne vais pas entrer dans des considérations techniques. Il y a effectivement une réforme du bac par rapport à la période du Covid, bon, avec des spécialités, matière de spécialité. Ce que je note, c'est que quand même le bac reste un diplôme qui ouvre des possibilités, et particulièrement pour ceux qui n'ont pas d'héritage. Pour ceux qui sont de conditions modestes, c'est une possibilité pour des jeunes Martiniquais qui n'ont pas de commerce, qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas un pactole, qui n'ont pas le compte en banque de papa, eh bien, avec le mérite de pouvoir progresser. C'est ça. Alors, ceci dit, il y a la possibilité de faire des études. On se bat, on parlait de l'université, bon, il y a toute une série de masters qui peuvent être faits en Martinique. Il y en a d'autres qui peuvent être faits en Guadeloupe. Et il y a des aides de l'État, de bourses, n'est-ce pas? Mais aussi l'ATE, Les collectivités, tu as dit. les collectivités locales. Il y a 4500. Alors, il y a d'abord des aides qui ne sont pas remboursables. Et puis, il y a des prêts. Des prêts remboursables qui sont accordés sur des critères sociaux. Bon. Donc, par contre, tout ça, c'est grâce. Il faut avoir le bac. La première chose qu'on te demande, quand tu fais des demandes, le diplôme. Oui, c'est vrai. Bon, par conséquent, je pense que c'est une bonne chose, même si aujourd'hui, bien sûr, pour donner plus de contenu aux matières qui sont enseignées. Karine, s'il te plaît, pour ça. Pour ta question par rapport au bac, Oui. comme quoi le bac est de plus en plus facile à avoir, ou bien la réforme d'Elisabeth Borne? Non, le baccalauréat a-t-il encore de la valeur? A-t-il encore de la valeur? Je pense qu'il a encore de la valeur, mais qu'il est dévalué d'année en année. Et que ça met encore le flou avec les nombreuses réformes qu'il y a eu contre lesquelles les enseignants se sont mobilisés parce qu'ils ont anticipé la dégradation de la valeur du baccalauréat et du modèle d'enseignement dans lequel nous sommes, parce que entre le moment où on obtient un emploi et puis le moment où on prépare le bac, eh ben, les repères qu'il y a pour l'employeur sont tellement divers et variés, parce qu'il y a maintenant il y a des différenciations avec les matières, etc. Et les contenus ne sont pas les mêmes. Donc, c'est fouillis
pour le monde professionnel, quand on a un CV en face de soi, avec les nouvelles réformes successives, pour avoir des repères sérieux pour sélectionner quelqu'un que l'on va embaucher, on prend des risques. On prend de plus en plus de risques avec les années. Et ça, il y a des études et des analyses très sérieuses qui expliquent que ces réformes-là ne rendent pas forcément service ni aux étudiants, ni aux employeurs. Avec plus de 3 millions de bouteilles importées, soit près de 4 bouteilles par habitant, la consommation de champagne reste élevée en Martinique et en Guadeloupe. Est-ce que... Je le donne de oui, quand même. Bien sûr, mais bien sûr. C'est pour détendre l'atmosphère. Donc c'est une façon de détendre l'atmosphère aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, Bon, en termes de chiffres, si on doit donner un chiffre, le nombre de bouteilles, c'est plus de 2 400 000 bouteilles en Martinique par an consommées, et ça fluctue un peu. Plus que la Guadeloupe? On est en tête devant la Guadeloupe. La Guadeloupe arrive après nous, et après on retrouve la Réunion. Donc on voit nos territoires, et puis après certains départements de l'Hexagone. Donc on voit, paradoxalement, c'est nos territoires où on consomme le plus de champagne, et ça représente en termes de chiffre d'affaires sur une année, par exemple en Martinique, c'est 40 millions. C'est quand même énorme en termes de chiffre d'année. C'est vrai que ça a on a vu souvent à l'Assemblée nationale certains élus nous sortir regardez, vous demandez des choses, mais vous êtes les plus grands consommateurs en France de champagne. Donc, et même parmi certains territoires au monde, par rapport au nombre d'habitants, on est dans le top. Donc, ce qui fait que c'est vrai que c'est un paradoxe, mais c'est surtout quand on parle de vie chère, on nous ressort souvent ces chiffres-là. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité du monde et des Martiniquais, parce que c'est vrai que la moyenne dit que Martiniquais consomme en moyenne 4 bouteilles de champagne par habitant par an. Donc voilà. Bien. Michel? Bon, alors, il faut faire attention quand même. C'est un problème qui est récurrent, c'est une question qui revient constamment. Il faut faire attention au fait que dans Martinique et Guadeloupe, il y a quand même une consommation de la part des touristes. Nous sommes des pays où il y a beaucoup de touristes qui viennent. Bon. Une première chose. La deuxième observation, c'est le reflet de notre aliénation culturelle. On aurait dû consommer plus de rhum. Non, mais l'une des caractéristiques de notre pays, c'est précisément l'aliénation, non seulement sur le plan culturel, l'aliénation sur le plan de la consommation. C'est-à-dire qu'on veut consommer comme en France. On veut consommer mieux qu'en France. Ouais. Moi, je préfère quand même manger fouillé à pain d'haché nignam que de Toi, manger du riz. Mais ce n'est pas le cas de la majorité de la population. On regarde les chiffres. La direction de l'agriculture a fait une enquête il y a peut-être 2 ou 3 ans sur les produits consommés, à partir des importations, etc. Tu sais que le fruit le plus consommé en Martinique, c'est quoi? La pomme. Exact. C'était la pomme. Et le légume le plus consommé, c'est quoi? La pomme de terre. Eh bien voilà. Le moins cher aussi. Eh bien voilà. Voilà, c'est Bon, ça. mais Il y a ça, ça aussi. Ce sont des trucs. C'est moins cher. Donc, le problème, ça résume les contradictions dans lesquelles vivent les Martiniquais. Il y a le problème de la vie chère, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il se trouve que ces produits-là arrivent sur le marché moins chers que nos propres produits. C'est la question qu'il faut se poser. L'autosuffisance alimentaire, la diversification agricole se heurte à des problèmes d'intrants. Les agriculteurs te diront mieux que moi-même que les engrais, les produits qu'on utilise pour produire, les plants, n'est-ce pas, coûtent très cher. Et par conséquent, ça explique pourquoi leurs produits sont plus chers que les produits importés. Mais il y a aussi des règles qui sont appliquées sur nos territoires en matière de semences, où nos semences locales n'ont pas le droit d'être reconduites et réutilisées sur nos territoires. Il nous faut importer certaines semences, et ça non plus, ce n'est pas normal. Tout à fait. Ça tue notre biodiversité, ça tue notre capacité aussi à nous nourrir, à exploiter nos ressources, et quand on favorise les produits importés, il faut s'attendre à ce que l'on dépende d'une certaine forme d'alimentation au détriment de notre alimentation spécifique locale. Et on se demande
La réglementation européenne qui fait ça, malheureusement. Oui, Alors- mais il y a aussi une volonté politique de nous rendre dépendants de l'importation Oui, mais ça, nous et de faire tourner une certaine forme d'économie. La volonté politique se traduit par des règles qui sont inscrites dans le traité européen. Je voulais juste très rapidement, parce que Karine a peut-être pas encore parlé, juste dire qu'il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'on donne des chiffres de consommation de champagne, etc., mais il faut faire parallèlement, j'aurais mis en adéquation ces chiffres, avec de plus en plus de jeunes qui consomment de l'alcool, notamment des jeunes femmes, de plus en plus qu'on retrouve en coma éthylique, etc. Donc il y a des politiques de prévention à mettre en place à ce niveau-là aussi. C'est ce que je voulais juste rajouter. Très Ouais. bien. Ouais, on va pas donner des noms d'alcool consommé. Enfin bon, bref, ok. En tout cas, moi, je regarde. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un réflexe de mon ancien métier, commissaire de la concurrence et de la consommation. Je regarde le contenu des caddies. Lorsqu'il y a des, tiens, de Pâques, il y a des quantités, des caddies qui sont pleins de bouteilles de champagne. C'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Alors, pris en flagrant délit d'achat de drogue, un député LFI, Andy Kerbra, fait son retour à Je l'Assemblée. m'entends pas les Michel. Oui, ça a fait le buzz. Oui, quand ça a même, fait le buzz, en hein. parle Député beaucoup. LFI. Surtout qu'il avait acheté de la drogue dans la main de mineurs. Ouais. Alors, je me demande, dans ce genre d'affaires-là, comment le gouvernement ne réagit pas de manière plus... C'est compliqué au niveau. Quand je dis compliqué au niveau de la loi, moi en tout cas, en termes de déontologie, j'estime que c'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas être un député, être un représentant, devoir donner l'exemple, et être consommateur de drogue, et en plus acheter de la drogue dans la main de mineurs, etc. Donc il y a des doubles peines, mais bon, malheureusement, la justice fait son travail. Mais l'Assemblée nationale a donné. Peut-être que là, à ce niveau-là, non, mais je pense que la justice va. Voilà, il y a des enquêtes Oui, qui sont en cours à ce comme niveau-là. avec nos chers ministres qui ont on des verra, casiers judiciaires. et on verra ce qui sera mis en œuvre à ce niveau-là. En tout cas, moi, je respecte la justice, donc j'espère qu'ils font leur travail. Mais l'Assemblée nationale, pour connaître un peu l'Assemblée nationale, la sanction qu'on lui a attribuée, c'est la sanction la plus forte que peut donner l'Assemblée nationale. Donc 15 jours d'exclusion et pendant 2 mois, la moitié de son indemnité. Donc il y aura peut-être une révision de la loi, que les députés votent, fassent des révisions à ce niveau-là. Il a été sanctionné. Oui, il avait été sanctionné par l'Assemblée nationale, mais il a été sanctionné de 15 jours de mise à pied et pendant 2 mois, il a vu son indemnité diminuer par 2. Mais c'est la sanction la plus haute, c'est la sanction, je crois, numéro 4 dans mes souvenirs, Mais ça, c'est la une plus haute petite- de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une petite tape sur la main. Hein. Oh, Absolument. non, c'est rien du tout. C'est C'est rien rien du tout du par tout, rapport hein. aux faits qui sont très graves. Et je rappelle que c'est pas le seul hein, qui se retrouve dans des histoires à l'Assemblée nationale. Malheureusement, il y en a plusieurs qui sont dans des histoires comme ça. Malheureusement. Et quand tu regardes l'Assemblée nationale, tu te poses certaines questions, c'est-à-dire... À l'image de la société, on vous dira, certains vous diront. Et même le gouvernement. Même le gouvernement. Quand le recrutement des ministres, qui est fait sous couvert de transparence, hein, soi-disant, excusez-moi pour le jeu de mots, sous couvert de transparence, mais quand on connaît les antécédents de certains ministres et qu'on sait qu'ils sont quand même recrutés, on peut se poser la question de la priorité de la probité au sein du gouvernement. Quel exemple veut-on donner ? Quand on attend du peuple qu'il se comporte correctement, est-on prêt soi-même à donner l'exemple ? Oui, mais là, ils sont recrutés, j'ai envie de dire, par le président. Alors que l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui vote pour les députés. Donc, On est d'accord. Mais peut-être que le peuple n'était pas au courant de ses antécédents. oui. OK. Alors, on a parlé de la Guadeloupe avec le champagne. Et Mathieu a bien dit que nous sommes devant les Guadeloupéens pour le champagne. Oui, et en 2018, on avait le record du monde de consommation de champagne par habitant. Bien. Par contre, il y a quelque chose que je constate, c'est que régulièrement, la Guadeloupe vient ici pour le tour cycliste martiniquais et régulièrement, c'est eux qui gagnent. Alors, nos cyclistes ne s'entraînent pas. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est pas la Guadeloupe, c'est le Colombie, c'est Je reçois pas dans ces conflits-là. Mais non, c'est pas un conflit, c'est une question que je me pose. Non, il y a un autre niveau. Quand je veux dire un autre niveau, c'est-à-dire que pendant un moment, là je ne sais pas actuellement, je maîtrise un peu moins, mais bon, pendant un moment, les équipes guadeloupéennes, ils allaient déjà pratiquement comme des semi-pros. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes qui avaient de gros moyens financiers, des etc., semi-professionnels. des semi-professionnels. Et ce n'est pas le même niveau qu'en Martinique. Donc ce qui fait que à ce niveau-là, ça expliquait les choses. D'ailleurs, il y avait des Martiniquais qui allaient courir en Guadeloupe, hein, dans des clubs. Il y avait nos champions pendant un bon moment, nos meilleurs de beaucoup de clubs, je pourrais citer des noms, ils sont partis pendant un moment en Guadeloupe, hein, parce qu'ils ils étaient rémunérés hein, par les clubs. Hein. C'était pas comme ici où
C'est franchement, on vous donne un vélo, on vous donne quelque chose, ils font avec les moyens du bord et puis ils vous accompagnent. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on les rémunérait là-bas. Donc ce qui n'existait pas ici. Donc on a vu Cédric Eustache, on a vu plusieurs qui sont partis en Guadeloupe. Donc ce qui fait que c'est un autre niveau. Bon, ils ont plus de plats là-bas autour. Là, ils sont d'ailleurs autour de Marie-Galante, c'est ce que j'allais te dire. actuellement. Oui. Mon frère qui était cycliste, qui était même soigneur d'une équipe de Saint-Joseph, il était même l'ami de Paul Charles-Angèle. Bon, il m'expliquait que comme il y a plus de plats en Guadeloupe, pour pouvoir faire un bon cycliste, c'est pas nécessairement faire de la montagne. Il faut rouler beaucoup pour avoir un côté cardiaque. Et en Guadeloupe, ils ont donc beaucoup plus de plats parce qu'il y a la grande terre. Tout à fait. Mais ce n'est pas nous reproche parce que de ma part, parce que les Guadeloupéens ont gagné. Non. Je mets simplement le pourquoi. Par exemple, et quand tu regardes la Colombie, à un moment, c'était Colombie, il y a encore un autre pays. Mais on parle, à l'époque, il y a longtemps qu'ils sont au sommet du président mondial. Se sont beaucoup plaints du manque de financement. Manque de moyens, les clubs, puis on a un souci aussi. Et puis, par exemple, je prends l'exemple, Damien Roussel, il a gagné le Tour cycliste de Martinique. Là, il est déjà au Tour de Marie-Galante. Il a d'ailleurs remporté la première étape du Tour de Marie-Galante, tout de suite. Donc ils enchaînent, c'est un autre rythme, c'est autre chose. Là, maintenant, les Martiniquais, ils vont attendre le Tour de Guadeloupe. Et c'est sûrement certains qui vont partir, etc. Le Guyane aussi. Voilà. Il manque de compétition aussi ici. Il y a de moins en moins de compétition parce qu'il y a de moins en moins de moyens financiers mis. En réfaction budgétaire, les collectivités peuvent accompagner de moins en moins. Les partenaires privés mettent de moins en moins d'argent. C'est compliqué, donc ce qui fait qu'ils se confondent de moins en moins à l'extérieur. Donc on a du mal à progresser, alors qu'en Guadeloupe, ils ont quand même une autre politique à ce niveau-là. Il y a plus de compétition. Et par exemple, quand le Tour de Guadeloupe se fait, aura lieu, il y a des équipes internationales qui viennent courir en Guadeloupe. Ce n'est pas le même niveau que le Tour de Martinique, honnêtement. Dans toutes les disciplines sportives, tu as raison de souligner ça. C'est la confrontation avec l'extérieur qui te fait progresser. Je prends l'exemple de la discipline que je connais, le karaté. Bon, ça ramène effectivement, comme tu dis, à une question de pognon. Bon, nous avons été obligés d'annuler cette année l'Open Karaté Caraïbes, qui était une manifestation qui réunissait les karatékas de toute la Caraïbe, de Trinidad à Jamaïque, etc., et même de Cuba. Il faut venir les équipes, il faut les accueillir, il faut les loger, il faut leur donner à manger, etc. C'est une question de pognon. Mais je veux rappeler quand même qu'à la Martinique, nous avons eu des champions comme Alfred Desfontis. Je vais parler du Gaumont. Il y a un champion. On peut dire Robert Carotine aussi. Robert Carotine, mais c'est Gaumont, hein, c'est Gaumont. Oui, c'est Gaumont. Donc il y a eu pas mal de Martiniquais qui ont gagné aussi le Tour de la Martinique. Hein. Et pas seulement. Oui, mais je pense que c'est une. Moi, je les vois quand même. Moi, c'est beaucoup là qui a entraîné. Hein. Tous les jours de la semaine. Hein? Tous les jours de la semaine, on croise des cyclistes. Donc, non, mais c'est très bien. Moi. La configuration géographique de la Martinique fait que tu as moins de rouleurs qu'en Guadeloupe. Alors peut-être faudrait-il envisager une piste cyclable autour de la Martinique pour... Il y a un travail qui est fait à ce niveau-là, au niveau des pistes cyclables. Bon, ça se fait par tranche, c'est un petit peu compliqué. Là, d'ailleurs, il y a une tranche qui est en train d'être réalisée actuellement à Sainte-Luce. Il y a une tranche qui a débuté aux Trois-Îlets, qui a dû être stoppée parce qu'il y a des soucis sur le foncier avec des propriétaires, qui ont mené des actions judiciaires par rapport à l'avancée des travaux, et qui reprend sur une partie de Rivière-Salée. Donc au fur et à mesure, ils essaient de faire des tranches, différentes tranches. Même à Fort-de-France, il doit y avoir des tranches aussi, qui doivent commencer bientôt. Donc il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on rappelle aussi que malheureusement, il y a beaucoup d'accidents de cyclistes. C'est ce que je voulais dire, il y a beaucoup d'accidents. Et notamment en Guadeloupe, malheureusement, les temps derniers, il y a un jeune de 14 ans, il y a un autre là qui vient de mourir la semaine dernière, qui a été percuté par un camion. Donc c'est vrai que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'accidents à ce niveau-là. Donc on appelle à la prévention aussi. On voit le cyclisme aussi dans les compétitions internationales ou bien même dans les régions de France. À un moment donné, on envoyait les gens en Normandie, etc. Bon, parce que il faut pas, pour que la compétition soit utile, il ne faut pas que l'écart de niveau soit trop grand. Sinon, ça décourage l'athlète. Oui. Mais oui. Donc, il faut qu'il soit un peu supérieur, mais pas beaucoup, de beaucoup.
Alors, il faut savoir également que le matériel de base du cycliste est de plus en plus cher. Il y a des technologies qui sont mises à disposition des cyclistes avec des vélos en carbone, avec des chaussures également avec du carbone dedans pour alléger la chaussure et pour la restitution de l'énergie cinétique. Bon, là, c'est un petit peu plus mon travail. Pour diminuer les contraintes mécaniques sur le pied et sur la jambe. Il y a des technologies dans la selle. Il y a une façon aussi de s'entraîner qui favorise l'alignement du cycliste par rapport au trajet pour diminuer les contraintes d'effort et la respiration. Donc, il y a un certain nombre de choses qui coûtent cher. Des technologies qui coûtent de plus en plus cher. J'ai des patients cyclistes pour lesquels un vélo peut atteindre les 5 000 euros. 12 000 12 000 Oui, là, ce ne sont pas des compétiteurs. Donc, d'accord, parce que ceux qui courent voilà. là, ça coûte 12 000. Donc, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros pour un amateur. Une paire de chaussures pour le cycliste, à ce moment-là, professionnel, ça peut aller jusqu'à 700-800 euros. Donc, oui, ce sont des choses qui coûtent vraiment très cher, sans compter le reste des dépenses du sportif. Donc, ce sont des choses qui nécessitent du budget, des moyens financiers. Et quand on considère également le fait qu'il faille aller se former ailleurs pour acquérir davantage de compétences et puis aussi se confronter aux autres, tout simplement pour évoluer, oui, ça. Mais malheureusement, tous les sports voient une diminution. Peut-être que le football en souffre moins, mais il y a vraiment des sports qui souffrent de manque de financement et de moyens. En tout cas, je voulais féliciter tous ceux qui ont participé à ce tour cycliste parce que c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et puis voir comment les Martiniquais sont fanatiques de ça, c'est extraordinaire. Et les Guadeloupéens aussi. Ils sont encore plus fanatiques que nous. Ils sont encore parce plus fanatiques que nous. La dernière fois que j'étais là, ils m'avaient déjà dit qu'ils allaient gagner le Tour de Martinique. Je peux te garantir. Bon, effectivement, tu as raison de souligner le comportement du public martiniquais qui a été exemplaire et très sportif. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, merci à eux. Et puis, bientôt, c'est le Tour des Yoles de la Martinique. Alors, ça, c'est encore un grand... Tu as vu la publicité de... Il y a 4x4. C'est la Sarah qui fait ça. Ah ouais? Bayo Fosla. Bayo Fosla. Oui, à son équipe, oui. Ouais, c'est partout. Hein. Il y a une Yole qui s'appelle Sarah. Oui, c'est eux qui ont... Ils étaient champions... Non, pas cette année, ils n'ont pas été champions de Martinique, mais ils étaient champions de Martinique. Ils avaient gagné le Tour l'année d'avant, pendant 2 années d'affilée, il me semble. Donc, ils ont quand même une équipe. Et là, voilà une compétition sportive qui emmène de plus en plus de monde à la Martinique pour le tourisme, tout ça. Cette année, il y aura moins de yoles, il y en aura 15. Cette année, il y aura moins il y a des yoles qui ont fusionné. On parlait de moyens financiers, donc il y en aura 15. Même les yoles doivent fusionner. Je croyais que Martinique Première avait un hélicoptère. En réalité, on va expliquer que ce ne sont pas des hélicoptères, hein. Ce sont des drones. Ce sont des drones, c'est une société qui fait. Quand tu vois les images en vue aérienne, hein, c'est pas. Je crois qu'à l'époque de Camille Alexandre, il y avait des hélicoptères. Camille Alexandre, à l'époque, hélicoptères. Non, ce sont des drones. Des douanes. La technologie prend le dessus, oui. Avec un drone, j'ai vu qu'on peut soulever presque une voiture. Hein. Selon le drone, tu peux faire beaucoup de choses. En tout cas, vous avez des préférences, vous soutenez une équipe particulière? Moi, en général, je soutiens les équipes fouillaises, même si des fois qu'elles arrivaient dernières pendant un bon mois. Après, ils ont pu avancer parce qu'il y avait un vrai projet d'insertion qui était fait notamment autour des jeunes de Texaco, rive droite à l'époque. Ouais. Donc, j'ai toujours soutenu. Je soutenais auparavant l'équipe qui était sponsorisée par OION parce que j'ai une belle-sœur qui travaillait chez OION. Mais qui ne soutient plus ils ont supprimé ça. Hein. Ils ont arrêté. Il y a d'autres sponsors. C'est dommage. Ce sont les fils Mas qui ont repris ce niveau-là. C'était le père à l'époque. Alors évidemment, tout le monde parle de Chamflore. UFR Chamflore, c'est ça? Oui. UFR Chamflore. Ça a changé de patron puisque Félix a arrêté. Enfin bon, tous les yoleurs... Donc, et pourquoi tu ne demandes pas quelle yole je soutiens? Pardon, je suis tellement toute petite là. Non, c'est que... Il y a une yole à Ducos. Je soutiens Rosette.
Le François. OK. C'est ça, hein? Au Z, c'est François. C'est une yole du François. Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, mon Dieu. On n'a pas encore de yole au Gaumont, en fait. Ça viendra. Ça viendra. C'est vrai. Vous savez que l'année dernière, il y a 2 ans, Chanflor, je fais Chanflor, Ils ont fait une a démonstration navigué dans la rivière. dans Ils ont la fait une rivière au démonstration. Gaumont, Ouais, hein. je me souviens, ils ont fait une démonstration dans la rivière. Donc, d'ici que ce soit une yole pour la mer, ben, voilà, C'est incroyable. Hein. il faut qu'on soit un peu chauvin, Michel. Il faut qu'on Bien soit sûr. un peu. Eh ben oui. Et bien sûr. Et puis aujourd'hui, c'est donc la dernière des dernières, puisque là, nous arrêtons. Et pour que vous puissiez préparer votre tour de yole, et on reprendra donc au mois de septembre, si Dieu veut. Merci beaucoup pour votre régularité, tout ce que vous avez emmené à cette émission pendant tout ça, de mois, de semaines, de jours, sans compter les années précédentes. Merci à tous. Vous êtes les 3 qui sont là, mais vous représentez tous ceux qui généralement s'asseyent autour de cette table pour permettre à ce que la Martinique et puis ailleurs aussi connaissent plus de choses. Donc, merci. Je voudrais te remercier, toi, en tout cas de nous permettre d'être présents et remercier bien sûr l'ensemble de l'équipe de Zouk TV, les techniciens, tous ceux qui t'accompagnent depuis des années, qui sont toujours présents. Remercier l'ensemble des téléspectateurs, ceux que je rencontre au quotidien, ceux que j'ai vus encore ce matin, je les salue. Les messages que j'ai reçus d'une personne qui nous suit là en ce moment en direct à New York. Ah ouais. Donc, qui nous suit via Internet, donc je la salue. Celle qui m'a envoyé un message aujourd'hui, qui m'a dit qu'elle attendait l'émission de ce soir, etc. Donc, franchement, honnêtement, merci. C'est une très belle émission. Je remercie tout le monde, que ce soit Michel, soit Karine, et puis les autres qui viennent au quotidien. Des fois, ça peut être un petit peu tendu, mais c'est dans la bonne humeur, et c'est parce qu'on aime ce qu'on fait, et on partage nos convictions, en tout cas avec ceux qu'on rencontre au quotidien, qui nous posent des questions, qui continuent les débats avec nous, dans la rue, peu importe l'endroit où on est, le supermarché, partout. Ah ouais, donc on est content de les rencontrer. Ah oui, ils reprennent. Donc je suis ravi d'échanger avec eux. Je te remercie pour ton action et ce que tu mènes au quotidien depuis de nombreuses années pour l'audiovisuel martiniquais, avec des moyens difficiles, très compliqués, mais en tout cas, merci de pouvoir permettre cette pluralité-là. On a peut-être une surprise pour cette année, pour la rentrée, on verra en septembre. Vous allez être informés. Merci Michel, merci Mathieu, merci Karine. Merci à toi Mano, merci à toute l'équipe de Zouk TV, merci à tous ceux qui nous regardent. Comme disait Mathieu, moi aujourd'hui j'ai une petite dame qui m'a touchée, elle m'a dit je vous ai touché en vrai, je vous ai vu en vrai, c'est bien ce que vous faites. Donc là elle doit être en train de jouer au domino, je l'embrasse. Elle m'a dit qu'elle allait jouer au domino et qu'elle allait regarder l'émission, donc je l'embrasse. Et puis ça donne un petit peu de représentativité à l'audiovisuel martiniquais, de l'authenticité surtout. Et je continue à t'encourager. Je te remercie en plus de ton investissement pour le peuple martiniquais. Alors, je rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Et l'émission de 20h du vendredi soir, généralement, c'est diffusé simultanément sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc, vous n'avez aucune excuse si vous loupez une émission. Ce sera tant pis pour vous, parce que franchement, nous multiplions les moyens de diffusion pour que vous puissiez à n'importe quel moment voir ça en direct ou en rediffusion ou encore sur un autre support, YouTube ou Facebook. Pour l'instant, il y a d'autres choses qui arrivent. Merci. Passez un bon week-end. Merci à tous. Merci Michel, merci à la technique, merci à Grégory avec sa patience, sa gentillesse. Sa bonne humeur. Oui, j'ai vu qu'il a recruté 2 personnes, 2 assistants là ces temps-ci. Donc merci à tout le monde, tous ceux qui sont dans le nodal et à très vite sur Zouk Télévision. De bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Merci. Toup.